هذا البودكاست من إنتاج THD.tn. Je ne m'attendais pas peut-être à un impact aussi grand et des réactions aussi diverses. C'est très difficile déjà de raconter ce genre de choses. C'est déjà pour ça qu'une femme abusée a du mal à parler. J'ai pas voulu montrer la victime détruite. J'ai voulu montrer comment on peut au contraire passer d'une victime à une femme forte et libérée. On dit aussi que la majorité des personnes qui ont subi des abus n'en parlent pas avant 20 ans. Parfois, on a l'impression que ça y est, le processus est terminé et on se rend compte finalement qu'il y a encore une couche supplémentaire. Et ça a été le processus d'une vie, en fait. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Et je vous assure que vous dites ça et j'ai encore les larmes aux yeux. Et l'émotion est très, très forte en moi. J'aurais adoré avoir quelqu'un, entendre ces paroles-là de quelqu'un à l'époque. J'avais l'impression que j'étais vraiment pas forte. J'avais honte de moi. Mon self-esteem était tellement basse. La petite Céline, comment elle a eu tout ça et réussi à faire ce qu'elle a fait, c'est une force extraordinaire. Il est très important aussi d'accepter sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il est important de pleurer. Il est important de regarder cette partie en nous, cet enfant en nous qui a eu mal, au lieu de dire ok, maintenant tu arrêtes de pleurer, sois forte. La gendarmerie d'ailleurs m'a appelé et ils ont appelé toutes les filles mineures qui se sont entraînées chez lui pendant longtemps. Et c'est très touchant. Et ça aussi, encore une fois, ça touche une partie de moi qui me rend très émotive. C'est que j'ai toujours voulu être maman. Donc, j'ai congelé mes ovocytes au cas où, voilà, j'arrivais à une tranche d'âge où je pouvais plus avoir d'enfants, mais j'avais tellement envie d'être maman que je l'ai fait. Ons, barkallah alayha, c'est une fierté, c'est une amie aussi. C'est quelqu'un qui, je pense, a fait rêver et continuera à faire rêver. تحذير: يتناول هذا البودكاست مواضيع حساسة تتعلق بالمجتمع والصحة النفسية. قد تحتوي بعض المناقشات على ألفاظ صادمة أو متطرفة التي قد لا تكون مناسبة لجميع المستمعين، خاصة الأشخاص الذين هم في حالة ضعف. نوصي بالحذر عند الاستماع. هذا البودكاست خيالي ولا يمت للواقع بصلة. Deep Confessions بودكاست مع نوال بيزيد. عسلامة مدام سليمة. عسلامة، شنو حوالك؟ نحوالك انت لاباس؟ عايشك très bien, merci pour cette invitation. ميرسي ليك انت اللي قبلت انك تحكي من لو 28 اوت ملي خرج لو نيميرو ليكيب. جو بونس كو حياتك ما تشبهش للايام العادية même sur les réseaux etc. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne m'attendais pas peut-être à un impact aussi grand et des réactions aussi diverses. Et alhamdoulilah, la plupart sont plutôt très positives et elles soutiennent beaucoup. Il y en a aussi qui sont différentes et c'est très bien. Il faut de tout pour faire un monde. نتصور العباد اللي qui vous supportent هذاك ça va de soi pour une cause pareille, mais العباد les commentaires انا بدي خاطر قريت des commentaires inimaginable معناها كيفاش ناس يوصلوا يحكيوا بالطريقه هذيك. comment vous le vivez انت؟ Voilà, justement, c'est pour ça qu'en fait on ne sort, c'est très difficile déjà de raconter ce genre de choses. C'est déjà pour ça qu'une femme abusée a du mal à parler. C'est justement à cause de ces commentaires-là ou de ces attaques ou peut-être de cette perception de la chose qui va donner une certaine honte ou une certaine humiliation. Et la raison pour laquelle, justement, j'ai parlé de ça maintenant, il y en a plusieurs, mais l'une d'elles, c'est aussi j'ai attendu d'être cette femme forte et libérée pour pouvoir dire ce que j'ai à dire. Parce que le dire quand on est détruit publiquement et que les gens nous détruisent encore plus, c'est déjà pas facile en soi. Le processus en lui-même, quand on est fragile, de prendre d'autres coups, c'est encore plus difficile. Donc aujourd'hui, au contraire, j'ai voulu le sortir maintenant parce que j'ai voulu montrer plutôt le côté lumineux de la chose. J'ai pas voulu montrer la victime détruite, j'ai voulu montrer comment on peut au contraire passer d'une victime à une femme forte et libérée. Oui, en fait, j'aimerais exposer quelques chiffres avant de rentrer un peu plus dans les détails. L'OMS, dans ses chiffres officiels, dit qu'il y a 70% des prédateurs existent dans l'entourage très proche de l'enfant, surtout quand il s'agit d'un enfant. On dit aussi que la majorité des personnes qui ont subi des abus n'en parlent pas avant 20 ans. Et ça, c'est un chiffre officiel aussi. Et que les 3/4 de ces enfants n'ont pas trouvé un support de leurs proches, de leurs parents, etc. Seulement 8% parmi eux
en parle et ont trouvé un support de leurs parents et de leurs proches. Vous faites partie de quelle catégorie? Déjà, merci beaucoup pour ces chiffres, pour cette recherche, parce que c'est très important et je vous en remercie. Euh, la catégorie, franchement, déjà, j'aime pas trop mettre de catégorie ou de box, mais ma famille me soutient, évidemment. Et c'est très dur pour eux parce que nous, on peut l'intégrer. Moi, j'ai fait le travail sur moi et tout ce processus complet, et j'insiste vraiment sur ça parce qu'en général, il y a des layers, il y a des couches. À chaque fois qu'on pense qu'on a fini avec une couche, on voit qu'il y en a une autre qui est encore plus profonde et encore plus profonde. Parfois, on a l'impression que ça y est, le processus est terminé et on se rend compte finalement qu'il y a encore une couche supplémentaire. Et ça a été le processus d'une vie, en fait. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, ça a quand même pris une vie. Euh, Bien sûr que ma famille me soutient, mes amis me soutiennent énormément. Et ça a été une grosse. Même mon pays et puis les pays étrangers aussi, la plupart, sincèrement, pour plus que 80% sont des messages de soutien et positifs, pas juste pour moi, mais pour la cause en général. Et tout à l'heure, vous avez parlé justement de cette minorité quelque part, mais qui peuvent être assez, on va dire, haineux ou négatifs. Mais sincèrement, je vais dire une phrase, c'est pas juste des mots. Je pense pas qu'il y ait des gens méchants. Je pense qu'il y a des gens qui souffrent. Donc, je le prends complètement différemment et pas personnellement. Autre chose qui est très importante que j'aimerais vraiment dire justement par rapport à cette minorité qui dit ces choses-là, je les remercie, sincèrement. Je vais vous dire pourquoi. Et vous allez, je pense, voir la chose très, très clairement. Grâce à eux, grâce au fait qu'ils aient justement été assez haineux et assez négatifs et toutes ces attaques-là, ça a permis à tous les autres médias de répondre à toutes ces questions haineuses qu'eux, ils ont répondu. Donc, quelque part, les autres, ça a donné l'opportunité, une grande opportunité aux médias de justement répondre à ces questions de manière très lumineuse, de manière très soutenante. Ce qui est, bon, s'il me soutient moi, mais encore une fois, ça va plus loin, ça soutient la cause et c'est une réponse en fait à toutes les femmes qui n'osent pas parler à cause de cette minorité justement. Et cette minorité a donné l'occasion à ces médias de répondre à toutes ces femmes qui n'osent pas, pour leur répondre et les soutenir. En me soutenant moi, ils ont soutenu des millions et des millions de femmes qui ont peur de parler, donc à soutenir la cause. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'une minorité comme ça qui va donner l'opportunité à des réponses beaucoup plus grandes et qui servent une cause beaucoup plus grande aussi que l'individuel. Oui. Je vais revenir un peu sur quelques répliques de l'article paru sur l'équipe. Vous avez dit, quand ça arrive, on se dit, pardon, excusez-moi, quand ça arrive, on se dit, j'ai tout sacrifié pour ça, il faut que j'y arrive, j'ai bossé comme une malade toute ma vie, j'ai pensé que j'étais faible, lâche, nulle, jusqu'à ce que je comprenne aujourd'hui, à 46 ans, je peux parler parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et sur moi et été aidée. La honte a disparu. Quand je pleure, c'est de l'émotion. Ce ne sont pas les mêmes larmes. La honte s'est transformée en fierté. Je suis fière de ce que je suis devenue. C'est vraiment la phrase qui m'a donné la chair de poule. Vraiment, une honte qui s'est transformée en une fierté. Le message derrière ça, je pense que c'est clair et j'aimerais que vous clarifiez encore plus. Justement, et je vous assure que vous dites ça et j'ai encore les larmes aux yeux. Et l'émotion est très très forte en moi. Parce qu'effectivement, c'est une fierté, c'est la fierté de cette partie en nous vulnérable, cette partie en nous dont on a honte pendant si longtemps. En fait, c'est la plus belle partie de nous. C'est celle qui est la plus forte, celle qui est incroyable en fait. Et aujourd'hui, j'ai tellement de reconnaissance envers cette petite Céline qui a subi tout ça et qui, malgré tout, a continué, s'est battue et aujourd'hui fait que je suis la femme que je suis. Donc, effectivement, c'est encore une fois, c'est cette honte qu'on croyait, en fait, c'est une peur de honte et d'humiliation qu'on a et que la société nous a inculqué hein, par rapport à ce tabou, justement, et cette non-liberté de parler et de s'exprimer par rapport à ça. D'ailleurs, regardez, on le fait et regardez quel genre de réaction il y a. Donc, c'est compréhensible que cette partie-là ait peur de parler. Donc, à un moment donné, c'est très, très important de lui adresser ce geste, cette parole, et pour lui dire finalement, voilà, pour toutes les femmes, pareil, c'est que c'est sincèrement, à la fin, ça devient non pas seulement une fierté, mais en fait une très grande force, une libération. En anglais, on dit empowerment. C'est une femme forte et libérée qui naît de ça, en fait. Et c'est vraiment le message qui est derrière. Et c'est un message qui est tellement intégré, tellement authentique, qu'à chaque fois que j'en parle, je le sens avec beaucoup d'émotion parce que je le sens avec le cœur.
Oui, et à travers cette déclaration que vous avez faite, euh, vous pouvez non seulement rassurer les femmes qu'elles ne sont pas coupables d'être victimes d'un abus, n'importe lequel, et pour leur faire gagner du temps aussi. Ça peut prendre 20 ans comme ça peut prendre seulement le C'est temps vrai, qu'il faut, quoi, 2 ans, c'est vrai. 5 ans ou moins. C'est vrai. Alors chacun se prend son temps, chacun son rythme, mais effectivement, des choses comme ça peuvent accélérer de manière naturelle le processus. J'aurais adoré avoir quelqu'un, entendre ces paroles-là de quelqu'un à l'époque. J'aurais vraiment adoré ça. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, et ça, c'est un point pour moi peut-être l'un des plus importants, qui me touche le plus à cœur comme message à dire. Pendant toute ma vie, c'est vrai, à cause de cet abus qui a été assez profond, euh, un peu de tous les côtés. On parle ici d'abus sexuels, physiques, mental, émotionnel, psychologique, tout. Déjà, rien que le fait de partir à l'âge de 12 ans, toute seule, il y a 35 ans, hein, une petite fille d'un pays arabe qui part toute seule, rien que ça, c'est un traumatisme, plus tout le reste derrière. C'est Donc précoce. quelque part, ce traumatisme, ce qu'il crée, c'est cette honte dedans. On s'en veut, on a honte, on n'a rien pu faire, on se sent en fait victime de tout. Et on s'est identifié à ça et c'est horrible. Et donc toute ma vie, j'ai senti que je pensais que j'étais lâche parce que j'ai pas pu me battre. Et alors que c'est impossible en fait. On se paralyse. C'est le cerveau qui est comme ça. C'est comme si on mettait un ordinateur de 220 volts sur une prise de 500 volts. Il shut down. On peut plus rien faire. Il freeze. Et c'est comme ça que Oui. ça marche. Mais moi, je comprenais pas ça en tant qu'enfant. Donc, toutes les femmes, c'est pareil aussi, qui ont subi ça. On a l'impression qu'on est faible. J'avais l'impression que j'étais lâche. J'avais l'impression que j'étais vraiment pas forte. J'avais honte de moi. Mon self-esteem était tellement basse. Euh, Quand on a une self-esteem qui est pas haute, c'est très difficile de faire des choses. Pas confiance en soi. Et toute ma vie, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, même ayant été la première femme arabe à être dans le top 100, à être 70 en simple, 30 en double, les Jeux Olympiques, et j'avais toujours l'impression que j'étais vraiment pas assez bien, que j'avais cette estime de moi qui était vraiment pas très bonne. Oui. Et c'est ce que j'aimerais dire à ces femmes-là, ou même aux hommes, ça arrive aussi aux hommes, à ces personnes-là, ces êtres humains, de dire quand ça nous arrive, si ça vous est arrivé, c'est pas parce que vous êtes faible. Et ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, je me considère une femme extrêmement forte, avec beaucoup d'humilité, extrêmement forte. La petite Céline, comment elle a eu tout ça et réussi à faire ce qu'elle a fait, c'est une force extraordinaire. Donc aujourd'hui, je dis à ces femmes-là, on n'est pas faible, ça arrive à tout le monde. Et au contraire, on peut en sortir encore plus fort. Et tous ceux qui ressentent cette honte, juste de se rappeler de cette phrase, ça nous arrive, on n'est pas faible. C'est Oui. pas vrai. En parlant de force, vous avez aussi évoqué votre mère. Vous avez dit ma mère qui m'a appris la force, et je l'en remercie, me disait plutôt qu'il fallait être forte et ne pas pleurer. Parfois, la force, ça devient une sorte de malédiction. On doit être forte malgré tout ce qui nous peut arriver. C'est vrai. Ça aussi, ça me touche beaucoup, cette phrase, parce que sur ce processus, alors je remercie ma mère parce qu'elle m'a appris la force, parce que c'est une femme forte, et ça c'est sûr, mais en parallèle, et non pas en opposé, en parallèle, il est très important aussi d'accepter sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il est important de pleurer, il est important de regarder cette partie en nous, cet enfant en nous qui a eu mal, au lieu de dire, ok, maintenant tu arrêtes de pleurer, sois forte. Non, et à un moment donné, il faut la prendre dans la petite Céline, dans les bras, et lui dire, je comprends, c'est légitime. C'est légitime que tu sois triste, c'est légitime que tu aies le cafard tous les matins en pleurant à l'âge de 2 ans parce que tu n'as personne autour. C'est légitime que tu ne te sentes pas en sécurité parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'abuser et que tu peux rien dire parce que déjà, c'est très difficile à dire parce que les parents sont en train de divorcer et qui sont en pleine grosse déprime aussi parce que voilà, on ne veut pas leur faire plus de mal. Et la seule chose, un enfant qui voit, je voyais quand je gagnais des matchs, ça faisait plaisir à mes parents, ça leur donnait un peu plus de sourire et donc je me disais, bon, voilà, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de réussir. Oui, et, et même quand l'affaire est devenue publique en 2014, vous avez encore étouffé les sentiments que vous avez vécu. Vous avez dit, heureusement, toi, tu es forte, tu n'aurais pas laissé ça arriver. En fait, Et effectivement, ça, quand c'est arrivé, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans mon appartement à Paris et c'était la fin de ma carrière. Et c'est vrai que je te voyais à la télévision, ça passait partout sur les informations de 20 heures.
tous les jours. Donc, il était arrêté. D'autres filles avaient parlé qui étaient beaucoup plus âgées que moi. C'est arrivé bien plus tôt à ces femmes-là. Et évidemment, quand tout le monde, la gendarmerie d'ailleurs m'a appelé, ils ont appelé toutes les filles mineures qui se sont entraînées chez lui pendant longtemps. Ils m'ont demandé. Et à l'époque, je ne l'étais même pas avouée à moi-même. C'est ça qu'on fait un traumatisme, quand il est aussi profond et aussi lourd. Pour survivre, on le met dans l'inconscient. On ne veut pas l'admettre. Et c'est comme ça, c'est humain. Et d'ailleurs, heureusement, sinon on meurt. Donc, je voulais pas me l'admettre. Et c'était trop dur de se l'admettre. Donc, de me l'admettre à moi, de l'admettre à la police, ça sortirait. J'étais en train de regarder les informations de 20 heures. Ma famille va l'apprendre de cette manière. C'était tellement complexe, tellement lourd. J'étais pas prête. Et c'est là en fait, j'étais en 2008, j'étais aux Jeux Olympiques de Pékin. Et c'est là où j'ai fait ma plus grande dépression. Et vraiment, c'était le moment où je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, pour une athlète, j'ai été la première femme arabe à être dans les meilleurs au monde. Je suis aux Jeux Olympiques, à la cérémonie d'ouverture avec les meilleurs athlètes au monde. Le stade est plein. Et j'étais triste, j'avais une telle tristesse dedans, ça pleurait dedans et je le savais, j'étais morte dedans en fait. Ce traumatisme était en train de me ronger de l'intérieur, de ne rien dire. J'avais mon accréditation à la main et je ne m'en rendais pas compte, mais je la serrais tellement fort de rage et de peine que j'avais la main qui saignait à la fin. Et à ce moment-là, j'ai compris que toute la réussite du monde ne va pas soigner un traumatisme et une blessure pareille. Et à partir de là, je me suis dit où je vais mourir, où je vais vivre pleinement, mais pour vivre, pour me reconstruire. Je suis rentrée à Paris, j'ai commencé une thérapie et c'est là où petit à petit j'ai commencé à travailler sur ça et à me permettre de l'exprimer déjà à moi-même, ce qui déjà les gens peut-être ne se rendent pas compte, ceux qui en tout cas disent des commentaires un peu difficiles, mais déjà se l'avouer à soi-même c'est très difficile. Et une fois que ça a commencé, à force de travailler sur moi-même et de me reconstruire de plus en plus, et encore il y a des couches et des couches et des couches, une fois que je suis arrivée à une couche assez solide, je l'ai dit à mes parents, à ma famille et aux gens proches. Donc, je me suis exprimée encore plus. C'était encore plus libérateur. Depuis 2 ans, je sais que j'ai fait le processus complet. Alhamdulillah. Et à partir de là, j'ai ouvert une compagnie. Et je vais répondre à une question importante, là, vraiment. Pourquoi je le dis maintenant? Parce que les gens, ils pensent que c'est juste pour de la publicité. Je pense qu'il y a d'autres genres de publicité que je préférerais. Mais j'ai décidé à partir de ça, c'est l'histoire d'une vie. Et ça me tient énormément à cœur. J'ai voulu faire quelque chose avec ça. Et j'ai créé une compagnie qui s'appelle Unos Mundos for All, un monde pour tous, avec la personne qui m'a vraiment aidé à finaliser ce processus complet avec une méthode formidable qui m'a tellement aidé qu'en si peu de temps que j'ai trouvé ça assez magique. Et je lui ai dit, on va ouvrir une compagnie pour prévenir l'abus et pour aider aussi ceux qui ont été abusés avec cette méthode, avec cette technique, surtout dans les institutions sportives, surtout pour les enfants. Et ça me tient énormément à cœur. Alors, la question, c'est pourquoi je le dis maintenant. Et là, encore une fois, je réponds à tous ceux qui posent cette question et qui ont envie de dire des choses même négatives, c'est pas grave. C'est qu'à un moment donné, je sais que la seule manière de montrer les choses, c'est pas avec les paroles, c'est avec les actions. C'est donner l'exemple vraiment par l'action et non pas par parler. Parler, c'est de l'air. Donc, quand on sait que j'ai ouvert la compagnie, le lancement du site web a été la semaine dernière, il y a 10 jours. Donc, quand je veux lancer une compagnie pour aider le collectif, pour aider un grand nombre, pour aider le public, justement, à overcome l'abus, à se soigner de tout ça, de se libérer de tout ça, le premier pas, c'est justement de sortir de cette honte et de pouvoir l'exprimer, et de pouvoir laisser cette partie en nous s'exprimer et lui dire on n'a pas honte de toi, et de l'exprimer. Donc, ça, c'est le premier pas pour la guérison. Comment est-ce que je peux sans être jugé aussi? Ça, c'est le plus important. Comment est-ce que je peux avoir cet objectif collectif, sachant que le premier pas pour guérir, c'est de l'exprimer. Et en fait, moi, collectivement, j'ai pas raconté mon histoire et je l'ai pas exprimée. Comment est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? C'est la question que je me suis posée. We lead by example. On donne l'exemple. Donc moi, je l'avais dit il y a quelques années à mes proches. Et aujourd'hui, j'ouvre une compagnie pour aider à un niveau collectif. Alors, j'ai raconté mon histoire à un niveau collectif. Voilà. Oui. Parce que je pense que c'est noble, je pense que c'est courageux et je pense que c'est dire à tout le monde aujourd'hui, voilà, j'en ai pas honte. Il y en a qui vont essayer de me renvoyer la pierre pour me donner honte avec des commentaires. J'en ai pas honte.
Au contraire, j'en suis fière. Et aujourd'hui, je suis libérée et forte. Et c'est le message que je veux dire à toutes les femmes qui subissent ce genre de choses et qui ont peur. C'est normal. C'est normal d'avoir peur. Mais je veux donner l'exemple et leur dire, voilà, on peut passer d'une victime à une femme forte et libérée. Et c'est tout ce que j'espère à tout le monde. Et là, on comprend mieux pourquoi vous l'avez Voilà. rendu public, votre cause. Et parmi les répliques, vous avez dit, vous avez fait une congélation des ovocytes et j'ai envie d'être maman d'une manière différente en aidant des enfants, des enfants du C'est monde. vrai. Voilà, et ça aussi, c'est très touchant. Et ça aussi, encore une fois, ça touche une partie de moi qui me rend très émotive. C'est que j'ai toujours voulu être maman. Donc, à l'âge de 30 ans, je jouais encore au tennis. Je savais que je me l'étais avoué déjà. Et je savais que j'étais encore très blessée, très traumatisée, j'étais un peu cassée de dedans, un peu meurtrie. Donc, je savais que le processus allait encore prendre un peu de temps. Et donc, j'ai congelé mes ovocytes au cas où, voilà, j'arrivais à une tranche d'âge où je pouvais plus avoir d'enfants, mais j'avais tellement envie d'être maman que je l'ai fait. Je l'ai mis. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 46 ans, effectivement, et la vie, les circonstances de la vie, en tout cas, peut-être ne m'ont pas permis d'être maman à l'âge où je voulais parce que, voilà, je pouvais pas faire plus vite que ça, le processus. Mais aujourd'hui, justement, cette compagnie Unus Mundus for All, c'est aussi une manière à moi d'aider plein d'enfants. Et c'est une manière d'être une maman, tout simplement. Oui, et c'est une manière très noble et on vous souhaite tout le courage du monde pour aboutir à votre mission. J'aimerais avoir quelques liens pour pouvoir les mettre en description dans cette interview pour pouvoir les consulter par ceux qui vont visionner l'interview sur les réseaux sociaux. Et sinon, il y a une autre réplique que j'ai perdue, je l'ai écrit quelque part. Sinon, voilà, vous avez dit que vous êtes adressé à l'équipe pour rendre exprès cette cause publique. C'est pas l'inverse. D'habitude, on fait l'inverse. C'est les journalistes qui cherchent à savoir des trucs pareils, mais cette fois, c'est l'inverse. En fait, j'ai une très très belle relation avec les médias et l'équipe. Surtout, je remercie Sophie Dragan d'ailleurs pour un article qui est fabuleux. J'ai confiance en eux et je sais que si je voulais faire un impact de manière collective, encore une fois, et l'équipe était un très très beau journal parce que je lis le sport aussi, c'est ma vie le sport. Je lis le sport à cette histoire-là et donc ils ont tellement, il y a un respect par rapport à la femme et l'athlète que j'étais depuis longtemps, on se connaît. Et ils m'ont tout de suite proposé la première page. Ils ont proposé 4 pages. Ils ont été réactifs tout de suite. Ils ont été très humains même, très touchants, très touchés. Et voilà, ça a été fait vraiment avec un cœur ouvert, avec une intention extrêmement authentique. Donc, c'est le plus que je puisse faire. Après, le reste n'est pas dans mon contrôle. Oui. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris que finalement, parler, ça c'est peut-être le plus gros message du podcast. Finalement, c'est quoi être libre? C'est quoi être forte? C'est quoi avancer et être la meilleure version de nous-mêmes? Puisque qu'est-ce qu'on cherche finalement dans la vie? On cherche d'être la meilleure version, forte, le plus de confiance possible, être soi-même. Eh bien, il faut oser déranger. Il faut oser se faire juger. Il faut oser se faire humilier. Il faut oser se faire rejeter. Il faut oser qu'on soit montré du doigt. Il faut oser. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Parce que s'il n'y a que comme ça qu'on est libéré. C'est très courageux. Ben, je pense qu'on ne peut être heureux que si on est vraiment courageux. Oui. Ce traumatisme qui a été longtemps un frein à votre carrière, même pas dans l'apparence. Dans l'apparence, on voit une femme qui est en train d'évoluer dans sa carrière. Elle est dans le top 100 des femmes tennis woman, la première femme arabe à rentrer dans ce top 100. Mais à l'intérieur, il y a que vous qui sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On aurait vraiment aimé vous voir aller plus loin. Mais là, on comprend pourquoi ça s'est arrêté là. Mais vous êtes toujours là avec votre voix sur Bein Sport. On vous entend souvent
commenter les matchs. Je peux pas vous recevoir sans avoir votre avis sur Ons Jabr et Malik Jazir, et surtout Malik qu'on regrette qu'il a arrêté aussi sa carrière que je juge personnellement précocement, et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et voilà. Alors, 3 points. Déjà, merci beaucoup pour ce que vous avez dit et votre reconnaissance par rapport à ce que j'ai fait. Mais quand on dit j'aurais pu être meilleure, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça a été assez? Aujourd'hui, c'est là où je me sens beaucoup mieux et apaisée, oui. Parce que compte tenu des circonstances, je pense que c'est un miracle ce que j'ai réussi à faire sans avoir un modèle de femme arabe qui l'a fait avant et d'arriver à ce niveau. Donc ça, c'est une reconnaissance que je donne à la petite Selima encore une fois, et ça fait partie du chemin de la guérison. Maintenant, pour revenir à Ons et Melek, pour commencer par Melek, c'est un ami, quelqu'un que j'aime énormément. Il a fait une très belle carrière. Oui. Sur sa route qui sont assez incroyables. Plus des blessures, plein de choses qu'il a dû. Je pense que sa carrière était formidable. Il est arrivé à un âge aussi où il a voulu. Voilà, il y a une saturation, que ce soit mentale. Vous savez, le tennis, c'est l'un des sports les plus difficiles au monde. Il a tout donné, une carrière assez longue. À un moment donné, il faut savoir dire stop, et c'est pas évident de dire stop aussi. Donc, il l'a fait au moment où il a senti le mieux. Il a une vie de famille, il a des enfants, il a d'autres projets. Et c'est un autre chapitre de sa vie. Donc, au contraire, je suis contente pour lui parce qu'il a décidé à un moment donné, à un moment qui était important pour lui. Ons, Barkallah Aleha, c'est une fierté. C'est une amie aussi. C'est quelqu'un qui, je pense, a fait rêver et continuera à faire rêver la Tunisie, la femme tunisienne, la femme arabe, la femme africaine. C'est un modèle, c'est un role model. Et voilà, elle joue encore à l'US Open. Elle a gagné un match formidable hier. Elle est en 4e tour. Donc, que de fierté, encore une fois. Donc, on est plutôt axé sur la fierté en ce moment. Oui, on espère véhiculer un message positif et sensibiliser autour des causes, surtout autour de la santé mentale. Et voilà, c'est le sujet de ce podcast. Et merci beaucoup pour le témoignage que vous avez donné, madame. Et on souhaite à très bientôt. Et c'est moi qui vous remercie. Plus. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Deep Confessions Podcast مع نوال بيزيد.